Bonjour, je vous remercie d'être ici aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc je vais commencer par des remerciements. Donc déjà un remerciement très spécial à Daniel Ciré, qui est directeur du laboratoire AAU, j'espère que je ne me suis pas trompée cette fois-ci, qui a imaginé le programme de ce colloque qui se déroule donc en 2 parties. Il y a une première partie à Nantes il y a 2 jours et cet après-midi. Je lui suis très reconnaissante et j'espère que ces 2 après-midi apporteront aux candidats de nombreux questionnements, du savoir qu'ils arriveront à transformer en micro-architecture bienveillante et expérimentale. J'en profite aussi pour remercier les intervenants de cet après-midi, venant de différents coins de France, qui sont parmi nous et qui vont nous éclairer sur la problématique de cet après-midi intitulée « Inégalité numérique et territoire ». Le concours Mini-Mouse, initié par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, propose d'aborder la question de la fracture numérique et comment faire pour y remédier en essayant de créer du lien social dans l'espace public. Vos futures petites architectures mobiles doivent se déployer sur un espace public de votre choix et participer à l'innovation sociale dont notre pays a tant besoin. Nous attendons beaucoup d'idées pour cette édition, des idées réalisables, car il s'agit, dans le cadre de ce concours, d'en construire à l'École supérieure du bois à Nantes. J'espère que cet après-midi élargira vos horizons de savoir et vos imaginaires, car Mini-Mouse, c'est bien faire avec du petit et être surtout prospectif. Merci. Merci Fiona. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de présenter ce 2e mini-colloque. Donc, nous avons imaginé 2 mini-colloques pour accompagner Mini-Mouse, évidemment. Le premier mini-colloque a eu lieu il y a 2 jours à l'École d'architecture de Nantes et nous l'avions organisé autour de la question de l'habité et des évolutions de l'habité et de la place qui prennent désormais les technologies de communication et les données numériques qui envahissent notre ordinaire. Alors juste pour vous faire état de ce qui s'est passé à Nantes mercredi, nous avons entendu 4 interventions, comme aujourd'hui. La première intervention était de Francis Jauregui-Berry, un professeur de sociologie à l'Université de Pau, qui a développé l'idée du sous-titrage numérique de la ville. Comment les nouveaux dispositifs de communication, les smartphones en particulier, en nous assistant, nous imposent une expérience principalement utilitaire de la ville. Comment dépasser ce sous-titrage fonctionnel pour aller en quelque sorte vers la version originale, la VO, et retrouver l'expérience de la ville sans le guidage intéressé des sociétés de l'Internet. Et comment maintenir sa liberté individuelle face à la perte progressive de l'anonymat urbain. Donc cette conférence, comme toutes les autres, a été enregistrée et vous pourrez la retrouver très bientôt sur le site de la Cité. Et je vous encourage vraiment à écouter cette conférence de Francis Jauregui-Berry, comme toutes les autres d'ailleurs que je vais signaler là. Donc nous avons entendu ensuite Thomas Loy, qui est un informaticien et chercheur au CNRS à Paris, qui a présenté ses travaux sur les pratiques d'écoute musicale en milieu urbain, à partir de services de streaming que vous connaissez bien. Lui, en l'occurrence, a travaillé sur Deezer, mais on pourrait élargir à d'autres services, bien sûr. Et sur les traces bien réelles que nous laissons dans les espaces virtuels. Alors, je pense que ces travaux invitent à penser la question des services numériques, qui est au centre du concours, au-delà de l'instant où ils sont rendus, en les replaçant dans un temps long, où toutes les traces que nous laissons deviennent des outils de profilage et de ciblage publicitaire. À la suite de Thomas Loy, nous avons entendu Jean-François Lucas, qui est sociologue, expert ville numérique au sein d'un groupe d'aménagement ou de conseil en aménagement, le groupe Chronos, et chercheur associé à un laboratoire de sociologie à Lausanne. Et Jean-François Lucas a proposé une analyse croisée des termes habités et numériques en parlant des questions d'appropriation, d'autorisation, des prises sur l'expérience urbaine quotidienne et sur l'expérience de l'habité. Et la conférence, l'intervention de Jean-François Lucas nous invite à envisager le numérique non pas comme une fin en soi, mais comme un médiateur qui offre un potentiel de transformation des personnes. Et enfin, nous avons entendu Pascal Plantard, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes 2, anthropologue des usages du numérique, co-directeur du GIS Marsouin, dont nous reparlerons aujourd'hui, qui a proposé une introduction à une analyse anthropologique de la fracture numérique, à partir des très nombreuses recherches que lui et ses équipes ont menées depuis les tout débuts du web dans les années 90.
Alors, il nous a invités à déconstruire la notion de fracture numérique et à considérer cette notion de manière située, géographiquement et socialement. Et ce qu'il nous disait, c'est que l'un des dangers serait de laisser croire que la fracture numérique ne serait qu'une question d'accès au réseau et aux services et ne concernerait que les personnes pauvres. Alors, à la suite de ces 4 interventions de mercredi à Nantes, aujourd'hui, nous allons donc suivre ce deuxième mini-colloque et prolonger cet ensemble de réflexions autour du thème « Inégalité numérique et territoire ». À partir de ce qui a été présenté mercredi, il faudra sans doute, tous ensemble, et les intervenants vont nous y aider, préciser ce qu'on entend par inégalité numérique, de quel point de vue on se place, technique, social, culturel, générationnel, et aussi de quel type de territoire on parle, depuis la grande échelle des réseaux, des régions, des métropoles, jusqu'à la petite échelle, évidemment, des lieux urbains que vont envahir vos micro-architectures, voire jusqu'à l'échelle du chez-soi. Alors, nous allons entendre, là aussi, 4 intervenants. Jean Dédier, le directeur d'Emmaüs Connect et We Take Care, je vais le présenter juste après. Nicolas Douai, professeur en aménagement et urbanisme à l'Université de Grenoble-Alpes. Cédric Flukiger, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Lille 3, et Margot Beauchamp, qui est l'ancienne coordinatrice qui a quitté ce poste depuis très peu, du GIS Marsouin, en Bretagne, à Brest. Alors, donc j'invite Monsieur Dédier. J'ai lu votre bio, donc après une carrière de dirigeant d'entreprise dans le secteur des nouvelles technologies, Jean Dédier dirige aujourd'hui Emmaüs Connect, un opérateur de télécommunications à vocation solidaire. Et pour démultiplier l'action d'Emmaüs Connect, il a créé We Take Care, qui va nous présenter, une association qui met en place des outils d'aide à la recherche d'emploi et d'acquisition de compétences numériques. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir passer du temps avec vous et je trouve que votre projet peut être d'une grande utilité. Et là, mon objectif, c'est de vous motiver à fond parce que j'y vois beaucoup de sens dans ce que l'on mène au quotidien et que les espaces où on doit accueillir des gens fragiles doivent avoir une identité forte et que ça doit contribuer, j'espère, de la manière la plus importante possible à lutter contre ce qui est un des fléaux du social qu'on appelle le non-recours. C'est-à-dire qu'en gros, quels que soient les sujets ou quels que soient les piliers du social auxquels on s'adresse, on se rend compte que les dispositifs sont souvent sous-utilisés ou très méconnus des publics fragiles et que c'est excessivement dur de l'y emmener et surtout de les fidéliser. Voilà. Donc je pense que vous avez une vraie mission, un vrai rôle à jouer pour pouvoir nous aider. Je vais essayer d'y contribuer modestement. Donc pour me présenter, alors moi je suis ce qu'on appelle un entrepreneur social. Un entrepreneur social, je pense que les 2 mots qui le portent sont déjà un début de définition. C'est-à-dire que on a forcément, nous, un caractère militant, mais que notre militantisme à nous, c'est un militantisme d'action, on cherche des solutions opérationnelles. Nous, particulièrement dans les modalités où on tend la main à tous les acteurs, et c'est clé. C'est-à-dire que dans nos interactions, ça peut être l'État, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des entreprises, ça peut être des acteurs sociaux, et j'espère aussi que ça doit être la société civile. Et puis social, c'est que dans tout ce qu'on construit, et surtout quand on s'appelle Emmaüs, ce que l'on conçoit doit pouvoir trouver du sens ou des réalités pour les publics les plus fragiles. Et j'espère que ça va transpirer dans ce que je vais vous présenter. C'est clairement notre mission. Le sujet de l'inclusion numérique est un sujet extrêmement vaste, ne serait-ce qu'autour de la diversité des usages numériques, mais aussi dans la fragilité qu'on peut avoir sur le sujet numérique, entre quelqu'un de très proche et quelqu'un d'exclu numérique. On est face à des kyrielles de situations qui n'ont rien à voir et dont les modalités d'accompagnement à produire sont fondamentalement différentes. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qui nous caractérise. On est des entrepreneurs et on l'assume. Et néanmoins, notre objectif, alors en tout cas à nous, c'est vraiment d'aller chercher et de construire des programmes qui rendent des services aux publics les plus éloignés. Voilà. Un petit mot aussi sur cette cause qui nous occupe au quotidien. Je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un sujet d'une extrême urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dématérialisation des services publics, notamment, fait que nous sommes tous des usagers contraints du numérique et que malheureusement, c'est loin, en fait, les capacités des Français sont très loin de la réalité des usages qui sont demandés. Voilà. Et que donc, il y a d'ores et déjà des millions de Français qui sont dans une pénibilité extrêmement forte
pour accéder à ces droits ou tout simplement pouvoir dialoguer avec les gens avec qui ils doivent le faire, soit de manière obligée, soit effectivement dans un but de lien social ou même, on va dire, à des vocations, on va dire, même de loisirs. Ensuite, le sujet, mais je l'ai un tout petit peu dit, c'est que c'est un sujet massif. C'est-à-dire que quand on dit qu'en gros, un Français sur 5 ou un Français sur 4, en fonction de qui on considère est en difficulté dans ses usages numériques, on voit bien que les solutions à bâtir sont des solutions qui doivent être, pardon du mot, un peu industrielles. Alors c'est un mot qu'on a du mal à rapprocher du monde social, mais en tout cas extrêmement massives. Il va falloir trouver un peu des modèles. Alors ces modèles, évidemment, il va falloir qu'ils soient localisés, il va falloir qu'ils soient souples, mais pour qu'on puisse effectivement embarquer un grand nombre de personnes éloignées du sujet du numérique. Ensuite, dans les enjeux, il y a un enjeu de territorialité, et j'ai même envie de dire, une des clés sur laquelle j'espère que vous allez travailler, c'est un enjeu d'hyper-proximité. Voilà, on est sur des dispositifs qui, dans le fond, doivent s'opérer, et qui, d'ailleurs, c'est le premier réseau d'inclusion numérique, hein, c'est les proches, la famille. Je ne sais pas si vous avez déjà donné des conseils à vos parents, grands-parents sur le numérique, mais moi, avant même que j'aie créé Emmaüs Connect, j'étais déjà contraint souvent à remettre l'imprimante au carré ou de revisiter le PC de mes parents parce qu'ils ne savaient pas forcément s'en servir. Voilà. Donc il y a un enjeu d'hyper-proximité qui, évidemment, est déterminant et qu'il faut appréhender de manière forte. Voilà, alors je crois que j'ai une petite manette et je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà, alors, très rapidement vous présenter les deux associations que j'ai créées. Donc ça fait en gros 7-8 ans qu'on travaille sur ce sujet de l'inclusion numérique. Et l'angle d'attaque ou notre ADN, c'est vraiment les publics les plus fragiles à l'origine. Puis alors aujourd'hui, on essaye d'aller évidemment beaucoup plus loin. Mais c'est une initiative qui est née dans un chantier d'insertion à Paris qui s'appelle Emmaüs Défi, qui a pour vocation de donner une deuxième chance à des publics très exclus, donc notamment des gens qui viennent de la rue, par le travail. Et on a fait le constat que ces publics, qui peuvent être très largement des SDF, il y a 7-8 ans, ils avaient tous un téléphone. Et ça pouvait être très contre-intuitif à l'époque, mais ce téléphone était beaucoup plus utile pour eux que pour moi. Pour être clair, les usages du numérique quand on est à la rue sont des usages vitaux. C'est la dernière adresse de la personne, c'est le dernier lien qui peut parfois aussi lui sauver la vie. Nous, même si ça peut arriver dans des situations, même si on peut vivre des situations d'urgence, nos usages sont des usages de productivité et de loisirs. Voilà. Et donc, en faisant ce constat, et à l'époque, la problématique, c'était une problématique budgétaire. Les politiques tarifaires des opérateurs étaient faites d'un certain nombre de choses trappes qui faisaient que, et ça c'est un sujet, je ne sais pas s'il y a ceux qui sont un peu parents autour de la table, le hors forfait, qui existe encore, mais à l'époque, c'était devenu un sport national avec évidemment des dérives extrêmement importantes. Et quand on regardait des feuilles de reste à vivre, qui est l'outil du travailleur social, très souvent, on voyait quelqu'un qui avait 700 ou 800 € pour vivre et qui peut avoir des factures téléphoniques de 100, 200 et même parfois, malheureusement, beaucoup plus, parce qu'il se faisait piéger par des choses qui n'étaient pas forcément très lisibles. Donc on est allé voir les opérateurs, on leur a dit ce sujet est absolument vital pour ces publics. Et il y en a un qui nous a suivis, je vais le dire, qui s'appelle SFR, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour les récompenser, parce que ça fait 8 ans qu'ils nous accompagnent, et suffisamment rare pour qu'on puisse le signaler. Et ils nous ont donné des recharges, voilà, dans des modalités assez classiques de dons d'entreprise, voilà, pour pouvoir les redistribuer à des publics fragiles. Et c'était la base de notre travail sur lequel on est allé, nous, se tourner vers l'action sociale et définir ce que pouvait être un programme d'accompagnement, on va dire, à l'autonomie numérique, avec, j'ai envie de dire, un peu comme carotte, ces recharges qui avaient un prix extrêmement intéressant. Alors, on a un petit modèle économique pour pouvoir recruter quand même. Et puis, dans le monde Emmaüs, il n'y a pas totalement de gratuité, même si, évidemment, on essaye d'avoir les prix les plus bas. Et notre histoire a commencé comme ça. On est allé voir l'action sociale, on leur a dit « Est-ce que vous avez compris que le numérique devenait un enjeu ?» Au moins à l'époque sur le sujet budgétaire. Et à l'époque, le retour le plus courant, c'est de dire « Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont un téléphone. Ils dépensent tout leur pognon là-dedans, et alors qu'en fait, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de logement, etc. » Donc notre première mission chez Emmaüs Connect, ça a été une mission pédagogique qui, 7 ans plus tard, a été parfaitement comprise, mais sur lequel il a fallu œuvrer de manière assez importante
pour faire comprendre les enjeux du numérique et les portes de ces acteurs sociaux qui pouvaient être institutionnels, donc l'action sociale qui est portée par des départements ou des communes, mais aussi par le monde associatif, nous a ouvert ses portes, dans un premier temps plus par curiosité, parce qu'il suffisait d'ouvrir n'importe quel journal pour voir que le numérique allait percuter nos vies, beaucoup plus que par compréhension de la problématique sur laquelle on était. Et donc, on regarde du déficit, on va dire, d'intérêt versus la complexité qu'il faut pour pouvoir produire cet accompagnement. Chaque fois qu'on a voulu déployer de l'activité sur des territoires, on a été obligé de créer notre propre réseau. Et donc Emmaüs Connect en fait, est devenu une somme de lieux qui se sont créés très vite dans des grandes villes françaises où, prescrits par l'action sociale, qu'on avait sensibilisé, on accueille les gens, on fait un peu un diagnostic de leur vie numérique. Voilà, on a aussi une relation privilégiée avec tous les opérateurs et on peut travailler sur d'étalement. En fait, en gros, on traite avec les services contentieux parce qu'il y a beaucoup d'affaires à démêler, donc on peut faire de l'annulation de dette, d'étalement de dette, etc. On est en capacité de les équiper sur la connexion, sur du hard, sur des PC et sur des smartphones. On travaillait soit avec des opérateurs qui nous fournissaient du matériel, soit avec l'économie circulaire. Et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'accueil social numérique. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui arrivent perdus sur ce sujet-là, dans des situations sociales difficiles. Et quelque part, on est là pour faire tomber la pression et débrouiller ce qu'il faut débrouiller dans l'urgence. Et ensuite, leur démontrer que ce qui leur paraît un Everest est en fait accessible pour eux. Et ça se matérialise notamment par un dispositif qu'on appelle la permanence connectée, où des gens viennent avec leurs problèmes. Moi, j'ai des professionnels, des salariés en insertion, mais aussi beaucoup de bénévoles qui, par définition, ont du temps et veulent donner de leur temps à ces publics. Voilà, et ça repose sur des principes sociaux bien connus, qui est une écoute et une confiance qu'il faut développer. Voilà, donc ça, c'était l'origine d'Emmaüs Connect. Ensuite, on a développé pour ces publics des mécaniques de forme. Alors, j'aime pas le mot formation, mais c'est quand même... en fait, on a mis des publics très éloignés dans des programmes pédagogiques avec pour objectif de leur donner ce qu'on appelle, nous, les compétences numériques de base. Alors, pardon pour le jargonnage. En plus, tout jargonnage peut être pris par le mauvais bout. C'est un de base, c'est pas très ambitieux. Mais en même temps, c'est le socle qu'il faut pour pouvoir, à minima, régler sa problématique de ces usages contraints, voilà, qui sont en gros des parcours de 30 heures, sur lequel on a fait un effort déjà d'intégration d'un certain nombre de partenaires. Typiquement, ces publics aujourd'hui sont en masse chez des partenaires sociaux qu'on a formés à détecter la précarité numérique. Voilà, ils nous envoient des cohortes homogènes. On crée un SAS qui est extrêmement important. C'est-à-dire, on présente à des publics qui s'engagent pendant 2 semaines sur 30 heures, et quand on est désocialisé, je ne sais pas si vous avez l'habitude de se dire le public, il y a un énorme travail de motivation, d'engagement pour qu'ils, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pas qu'ils ne viennent pas. Donc on travaille sur... On essaie de personnaliser leurs enjeux pour qu'ils nous viennent et qu'ils nous accompagnent pendant ces 2 semaines. Et ensuite, on s'applique à ce que pendant un certain temps, ce qui a été, on va dire, un espèce de flash comme ça, de partage ou de travail sur des compétences, on s'assure pour que durablement leurs usages continuent. Et même, on est en train de travailler aujourd'hui pour s'assurer que ce qui est souvent un obstacle des gens, on va dire les moins argentés, c'est qu'ils aient aussi des équipements qui puissent leur permettre d'avoir durablement des usages. Voilà. Et puis, donc, on a ce métier d'opérateur solidaire, voilà, qui est un vrai challenge au quotidien, qui vise à trouver des équipements ou des solutions de connexion à des coûts, on va dire, extrêmement bas. Voilà. Aujourd'hui, Emmaüs Connect, c'est 45 salariés, donc il y a entre 10 et 20 salariés en insertion, ça dépend du moment, parce que c'est des contrats relativement courts. On fait aussi travailler ce qu'on appelle les services civiques, donc qui viennent sur un engagement personnel, travailler... c'est travailler, mais c'est pas travailler, ce ne sont pas des contrats de travail, mais en tout cas qui viennent s'engager à nos côtés pour produire un accompagnement. Et puis on a près de 500 bénévoles, voilà, c'est un axe Lille, Paris, enfin on est dans l'Île-de-France, à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux, et là on ouvre à Strasbourg, voilà, qui nous aide au quotidien à accompagner ces publics. Voilà. Et puis on a vu arriver cette vague de la dématérialisation des services publics, et là on s'est dit, on ne va pas faire pousser des points d'accueil Emmaüs Connect comme des champignons, et que forcément l'ensemble des acteurs devaient s'engager, et que le sujet c'était beaucoup plus d'outiller et de coordonner un écosystème qui allait être très vaste que de
perdurer dans une stratégie de lieu. Et donc, on a créé We Take Care, qui est un peu la structure, pardon, c'est un gros mot dans notre monde social, mais d'ingénierie, voilà, qui se compose de gens qui sont des consultants, donc qui ont d'ailleurs souvent un passé de consultants dans des grosses boîtes, qui faisaient de la transition digitale pour des grandes banques ou des grandes entreprises du CAC 40, qui nous ont rejoints, on va dire, animés par une vocation sociale, et qui aujourd'hui aident des opérateurs sociaux. Donc ça peut être des CCAS ou ça peut être des associations petites ou grandes, mais aussi des grands opérateurs sociaux à développer des parcours inclusifs, et je vais revenir dessus, aussi des territoires à structurer des stratégies d'inclusion numérique à l'échelle de leur territoire. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe, c'est un axe de conseil qui est très orienté conduite du changement. Voilà. Ensuite, on a un deuxième métier, c'est qu'on met en ligne des contenus pour développer les réseaux d'aidants. C'est-à-dire qu'on a une plateforme notamment qui s'appelle Les Bons Clics, qui est une plateforme complètement gratuite, sur laquelle quelqu'un qui veut s'engager sur, on va dire, de la médiation numérique, voilà, ou en tout cas de l'aide ou de l'accompagnement au numérique, va trouver des contenus sur comment est-ce qu'on devient un bon aidant, voilà, et puis des contenus plus pédagogiques sur comment j'accompagne quelqu'un sur des compétences numériques de base et comment j'aide quelqu'un autour des services numériques essentiels qui sont dématérialisés. Et donc là, on a fait tout un travail avec des opérateurs comme EDF, comme la Banque Postale, comme Pôle emploi ou comme la CAF, qui ont dématérialisé des parcours. On a évalué dans le service où sont les points de blocage et on a développé des outils pédagogiques qui permettent à ces personnes de gagner progressivement leur autonomie sur ces services. Voilà, donc ça c'est le deuxième métier, c'est des outils qui permettent à des communautés de travailler autour de contenus pédagogiques et de bonnes pratiques, avec aussi des outils qui permettent de faire de l'animation de ces communautés, et je vais le développer, qui sont extrêmement vastes, qui interviennent aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, un petit mot sur les publics. Alors, je sais pas si vous avez pu voir Pascal Plantard, qui connaît très bien le sujet, mais je vais vous faire du coup un petit résumé. Le plan national d'inclusion numérique, qui a été porté par l'État depuis maintenant une année, mentionne ce chiffre de 14 millions de personnes éloignées du numérique. Voilà. Et parmi ces publics, on voit bien que réaliser ces démarches administratives est un enjeu clé. Parce que quand on perd ses droits, là, on se rend compte qu'on a un risque que notre République devienne un peu moins républicaine et qu'on est sur un enjeu qui dépasse très largement un enjeu social ou un enjeu économique. On est sur un enjeu du bien vivre ensemble et sur un enjeu républicain sur lequel on ne peut absolument pas rester indifférent. Voilà. Et vous avez derrière, ou dessous, pardon, oui, on va dire des pictogrammes qui essayent de représenter des publics, et vous pouvez deviner que ces publics ne se ressemblent pas. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est un peu la grande typologie des publics. Donc, ce qu'on appelle, on les ordonne en trois grandes typologies: les proches, les éloignés et les exclus. Quelqu'un qui est proche du numérique, c'est quelqu'un qui a une autonomie numérique, on va dire de base, et qui comprend à peu près bien, ou qui a l'éducation nécessaire pour comprendre à peu près bien le monde dans lequel on vit. Néanmoins, le fait de ne plus avoir de filet de sécurité humain ou d'interaction humaine lorsqu'il s'agit de faire des transactions qui pèsent, comme quand vous allez chercher votre allocation Pôle emploi ou une allocation de la CAF, elles sont bloquées. C'est-à-dire qu'ils ont historiquement eu l'habitude de pouvoir dialoguer avec quelqu'un, dire c'est bien ça, le lien humain, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et qui, dans un monde dématérialisé, vont bloquer, tout simplement parce qu'ils ont perdu ce filet de sécurité. Et donc, ils ont besoin d'un coup de, ce qu'on appelle, nous, de modalité de coup de pouce, pour comprendre comment un processus dématérialisé peut aussi avoir des bénéfices pour eux, et parfois d'ailleurs, et on l'espère, accélérer aussi un certain nombre d'interactions entre eux et cette administration quand il s'agit d'une administration. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça peut être beaucoup de jeunes, des jeunes notamment qui sont un peu fâchés avec le vocable administratif, et ou qui se perdent dans des téléprocédures. Je ne sais pas si vous êtes coutumier ou si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, qui peuvent être extrêmement longues à produire, qui ne sont pas toujours très ergonomiques, et pour lesquelles ils ont des points de blocage, on va dire, assez nombreux. On retrouve aussi beaucoup de demandeurs d'emploi. Alors, ce n'est pas les demandeurs d'emploi les plus proches, c'est des demandeurs d'emploi qui sont un peu plus éloignés ou qui ont une employabilité un peu plus faible, mais qui ont aussi besoin de ces coups de pouce pour pouvoir opérer. Et j'en profite pour dire que
on a fait une étude, en fait, en gros, économique, pour démontrer, finalement, derrière ce sujet social, est-ce qu'on n'a pas un enjeu économique partagé à rendre tous les Français autonomes sur le numérique? Et la réponse est absolument oui. Et en l'occurrence, pour ses proches, quand un opérateur investit 1 euro pour rattraper ses proches et les rendre autonomes, il en gagne 9. Donc sur cette équation-là, ce que je voulais vous dire, c'est que les opérateurs sont en train de le traiter et que ce n'est pas l'équation la plus compliquée à résoudre. Je pense que ça va prendre quelques années, mais très vite, les opérateurs sont en train de s'occuper de ces gens-là et le traitent dans leur guichet ou avec les ressources propres qu'ils ont encore sur le territoire. Vous avez au milieu, là, avec la personne senior, et puis j'ai du mal à me relire, mais j'ai pas pris mes lunettes, mais des ménages modestes, ménages modestes, en fait, les gens à faible capacité financière, des gens à qui il manque des compétences numériques de base. Donc là, on est sur une équation qui est pour moi la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut justement produire des parcours qui sont longs. Je vais vous donner l'exemple des 30 heures, mais ça peut être plus. Et en plus, il faut sourcer ces publics, construire les contenus, avoir des infrastructures pour accueillir les publics, etc., etc. Et là, pour le coup, l'étude qu'on a faite démontre que vous investissez 1 et ça vous rapporte 1, donc vous ne gagnez rien. Et surtout, c'est concrètement la responsabilité de personne, ou autrement dit, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc si on veut pouvoir travailler et faire progresser ces publics, il y a un gros travail de coordination entre des collectivités territoriales, dont c'est leur mission quelque part, l'État, dont c'est aussi sa mission, et puis les opérateurs qui dématérialisent, qui ont aussi tout intérêt à avoir ces publics autonomes sur les parcours vers leurs services qui existent aujourd'hui dans un monde dématérialisé. Voilà, donc là on est sur l'équation pour moi la plus complexe, qui touche, on le voit, un grand nombre de ces publics, et pour lequel les équations restent très complexes. Et puis vous avez ce qu'on appelle les exclus du numérique. Alors là, vous en avez fait 2 personas. Donc il y a le migrant ou il y a un SDF. Il y a aussi les personnes très âgées. Il y a aussi les personnes qui ont un handicap lourd, pour lequel, et la définition d'un exclu, c'est quelqu'un dont on sait qu'il va falloir très longtemps pour pouvoir gagner son autonomie, et dont on sait, pour une partie, qu'ils ne l'auront jamais. Donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est de faire avec ces personnes ou de faire à la place de ces personnes. Voilà. Et là, on rentre dans des complexités, on va dire, qui sont différentes. Donc, ce sont des gens qui sont accompagnés, en général, par des acteurs sociaux. Et l'enjeu, c'est de former ces acteurs sociaux à faire avec ou à la place d'eux. Avec, il faut l'avoir en mémoire, c'est que quand on fait à la place de quelqu'un dans un monde numérique, ça veut dire qu'on a son adresse mail, son compte bancaire, plus un certain nombre d'informations, dont on voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de risques qui, aujourd'hui, ne sont pas complètement levés. Voilà. Ensuite, on voit qu'on est sur un sujet qui est dans une accélération extrêmement importante. L'histoire de la démat a commencé en 2016, quand Pôle emploi a dématérialisé son inscription en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas vous inscrire à Pôle emploi autrement qu'en ligne. Et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui, tous les trimestres, ont à faire cette déclaration. Et parmi ces publics, on imagine, avec ce que je vous ai dit précédemment, que un certain nombre ont absolument besoin d'un coup de pouce, d'un soutien ou du faire avec pour pouvoir produire cette tâche. Et en parle de ça, quasiment en même temps, la Caisse d'allocation familiale qui a dématérialisé une aide qui s'appelle la prime d'activité, et en plus qui touche des publics relativement éloignés. Et d'ailleurs, c'est assez curieux de voir que les premiers qui ont complètement dématérialisé leur parcours sont des opérateurs sociaux qui, par définition, s'adresse à des publics relativement fragiles. Voilà. Et avec, à l'époque, c'était pas tant de faire du mal à des publics fragiles, mais une méconnaissance du sujet et surtout un certain nombre d'indicateurs qui les a beaucoup trompés sur la réalité des compétences numériques des Français. Et notamment, il y a des indicateurs comme le taux d'équipement. On a des taux d'équipement qui dépassent 100%. Donc on peut se dire, si tout le monde a l'équipement, tout le monde est autonome. En fait, certaines personnes ont 3 ou 4 téléphones, dont 3 qui sont dans leur tiroir. Et puis, malheureusement, il y a encore 6 ou entre 5 et 10% des Français qui ont peu ou pas d'équipement. Et même sur des territoires ruraux, on arrive à des taux de population qui n'ont aucun usage numérique, qui sont extrêmement importants. J'ai un souvenir, on a fait une mission pour la mutuelle sociale agricole dans Picardie. On avait 50% des sociétaires de la mutuelle sociale agricole, qui est la Sécu des agriculteurs, enfin du monde agricole, qui n'avaient aucun usage numérique. Voilà. Derrière, en 2017, le revenu RSA, voilà, la carte vitale, donc de la caisse primaire d'assurance maladie, la carte grise et le permis de conduire. Donc on voit qu'on touche de plus en plus de Français.
Cette année, le seuil de la déclaration des revenus descend et commence à toucher les publics à faible capacité financière. Et puis, en gros, en 2022, c'est l'ensemble des services administratifs qui sont complètement dématérialisés, ce qui sous-entend que l'État ou collectivement la société aura fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus personne en fragilité numérique, ce qui, je peux vous le dire, est un pari extrêmement ambitieux et sur lequel on est loin d'avoir un certain nombre de certitudes. Voilà, donc tout ça va extrêmement vite, et surtout ce que l'on voit, c'est que, notamment dans les études du CREDOC, c'est que, alors qu'on imagine que les choses vont extrêmement vite et qu'il y a de moins en moins de gens en fragilité numérique, en fait, depuis 5 ans, les chiffres n'ont de cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 ans, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est ça l'ordre d'idée, le CREDOC vous disait qu'il y avait 8% des Français en fragilité numérique. Et puis cette année, il vous dit qu'il y en a 22%. C'est quand même assez curieux. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a sous-estimé un certain nombre de poches, et notamment la poche des proches du numérique, c'est-à-dire ces gens qui, à partir du moment où ils perdent le filet de sécurité humain, ils sont bloqués sur des usages numériques, entre autres. Et puis, il y a aussi un certain nombre de publics plus exclus qui avaient été complètement abandonnés dans ces statistiques. Voilà. Et puis, derrière tout ça aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est que derrière le numérique se cache une économie extrêmement forte sur des parcours clients. Voilà. Une relation client physique versus une relation dématérialisée, en général, ça coûte, allez, c'est pas toujours vrai, mais le ratio, ça coûte 10 fois moins cher. Voilà, donc vous connaissez le monde dans lequel on vit, les contraintes budgétaires qu'a notamment l'État. On voit bien que derrière tout ça, au-delà même du fait que pour 80% des Français, c'est extrêmement intéressant de ne pas avoir à se déplacer dans une CAF ou dans un pôle emploi. Donc c'est terriblement démocratique, mais c'est aussi potentiellement extrêmement excluant. Voilà. Très vite, les freins que l'on voit chez les publics que l'on accompagne aujourd'hui. Premier sujet qu'on a tendance à oublier, c'est l'équipement, l'accès. Un smartphone, c'est 180 €. Une box et un abonnement, c'est quelques dizaines d'euros tous les mois. Et au final, ça pèse extrêmement lourd sur des budgets de ménages ou de personnes qui sont à l'euro près et pour lesquels cet investissement reste extrêmement difficile à acquérir. Voilà. Ensuite, il y a les compétences numériques de base, donc le niveau d'études, et ou pour des personnes âgées qui n'ont pas connu le numérique ni dans leur parcours éducatif, ni dans leur vie professionnelle. Voilà. Et puis, c'est extrêmement important, c'est les freins psychologiques, c'est la confiance pour des gens qui se disent « mais c'est pas pour moi ». Et les réactions des publics âgés sont extrêmement intéressantes. Et même, j'ai l'occasion souvent de m'exprimer comme ça en face d'un centre de public, et j'ai jamais vu autant de tensions que dans une réunion qui était à la mairie de Paris, avec une association qui était plutôt d'anciens cadres, mais plutôt 80 ans, et qui étaient dans des colères, mais je vous assure, on s'est fait agresser, parce que c'est des gens qui avaient une vie sociale, entre guillemets, ils pouvaient dire qu'ils avaient réussi, et qui se retrouvaient aujourd'hui exclus de la société. Voilà, parce qu'ils n'avaient plus ces compétences. Et en gros, très souvent, on vous dit, mais à quoi ça sert, quoi? J'ai vécu 80 ans sans le numérique, j'étais quelqu'un, entre guillemets, j'étais quelqu'un de bien. Et cette nouvelle position d'être inférieur est tout à fait insoutenable pour eux. Et il y a un énorme travail à faire et souvent qu'il y a un travail qu'on fait de pair à pair pour que ces gens-là perçoivent l'intérêt du numérique. Et très souvent, par exemple, avec les publics âgés, qui sont souvent seuls, c'est comment le numérique peut les aider à lutter contre un certain isolement avec des outils comme Skype, etc. etc. Alors, j'ai essayé de vous présenter là ce que c'est qu'un parcours, en fait, ou le cheminement, si on veut réussir, on va dire, à accompagner les publics. Alors là, il y a quelque chose que j'ai oublié dans ce slide, qui est identifier et aller chercher ces publics. C'est-à-dire, avant de les accueillir, et ça c'est très important, aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs, on va dire, en situation très difficile, pour lesquels l'ensemble des acteurs sociaux peinent finalement à ramener dans leur lieu. Donc si j'avais été vraiment exhaustif, j'aurais dit c'est identifier et aller chercher. Voilà, c'est le premier axe. La deuxième chose, et là ça va probablement vous intéresser particulièrement, le sujet c'est qu'il faut accueillir ces publics. Et les accueillir dans des lieux, parfois avec une image. Alors c'est vrai que Emmaüs, par exemple, la marque Emmaüs, nous aide beaucoup parce qu'elle symbolise depuis des dizaines d'années quelque chose qui est riche
en termes de qualité d'accueil, de valeur. Et voilà. Et donc, quand les gens viennent chez nous, ils se sentent en confiance, mais il y a un gros travail à faire pour réussir cet accueil. Et puis après, évidemment, il y a un sujet d'équipement, d'infrastructures, de salles adaptées. Voilà. Et typiquement, dans nos formations que l'on fait avec les publics éloignés, c'est tout sauf une salle de classe. C'est-à-dire que dans la représentation, ce sont des tables rondes voilà, qu'on disperse quelque part dans la salle et on se déplace, on va vers eux. Ça n'a rien du tout de magistral. Voilà. Ensuite, le deuxième travail, c'est évidemment la sensibilisation et l'information. Voilà. Et très souvent, c'est au regard des vies de ces publics, c'est de savoir raccrocher des usages numériques à ce qui peut changer leur quotidien. Voilà. Derrière tout ça, évidemment, il y a un enjeu diagnostique. Aujourd'hui, les opérateurs dématérialisent leur parcours, mais ne diagnostiquent pas la précarité de leur numérique, de leurs allocataires, clients, bénéficiaires, etc. Donc le diagnostic est quelque chose qui est en train d'émerger assez curieusement. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé, j'ai envie de dire, pardon l'expression, un peu comme des porcs, voilà, et sans se soucier à un moment de valider ou de tester la compétence numérique des personnes qui doivent bénéficier d'un service. Alors qu'en fait, en quelques minutes, soit en déclaratif, soit en mise en situation, et on a ce type d'outils en ligne aujourd'hui, on est capable d'évaluer assez précisément la compétence numérique de ces publics, et donc de les orienter vers des parcours qui sont adaptés. Voilà. Il y a un quatrième temps, vous voyez ici, qui s'appelle accompagner, et là, on va reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de l'éloignement. Ça peut être de l'assistance pour des personnes exclues, ça peut être de la formation accompagnement, parce que c'est pas, le mot formation est probablement un peu fort. Voilà, ou c'est de la facilitation pour des publics proches. Et puis, une fois que vous avez défini tout ça, il faut tisser des liens, et ce n'est pas le moindre effort. C'est-à-dire qu'une personne peut être détectée dans un centre social, voilà, qui n'a aucune... voilà, qu'il va falloir former à diagnostiquer, et ensuite, il faut qu'elle ait une information sur, au regard de la situation de la personne, mais vers qui je peux l'envoyer. Et ces réseaux aujourd'hui où ces liens n'existent pas, et c'est ce sur quoi on doit beaucoup travailler. Voilà, on est sur un sujet de transversalité. Cette transversalité, malheureusement, est loin de coller à notre État jacobin, avec des mystères régaliens, et qui n'ont pas toujours, qui n'offrent pas toujours toutes les garanties en termes d'échange entre les différentes pratiques. Voilà, bon, je pense que ça, je vais peut-être accélérer parce qu'on en a déjà parlé. C'était peut-être juste, voilà, mais non, mais je vous ai déjà donné les enjeux pour chacun de. Donc, assister, l'enjeu, c'est former les acteurs sociaux. Donc là, on est vraiment sur des pratiques. L'enjeu, c'est de financer de la formation pour les professionnels sociaux. On voit aussi qu'ils sont souvent pas équipés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les tablettes, ils ont souvent pas des connexions Internet, donc ils sont pas les mieux armés pour pouvoir aider les publics. Et globalement, on peut dire que le monde social est probablement un des derniers mondes qui utilise c'est le monde qui utilise probablement le moins, on va dire, le digital dans ses pratiques au quotidien. Voilà. Et souvent, quand ils l'utilisent, c'est plus dans des contraintes de gestion que dans leur propre parcours pédagogique. Bon, former, on est dans un enjeu de pédagogie adaptée à des publics éloignés. Et puis le coup de pouce. Là, on est dans des enjeux de parcours client. Je fais une petite aparté, parce que ça nous a fait beaucoup progresser. C'est-à-dire que quand on opère, par exemple, à la Banque Postale, il y a ce qu'on appelle un parcours client, c'est le temps que l'on a à consacrer au client qui va rentrer dans une agence. Et les temps sont souvent extrêmement courts. Et en parallèle de ça, les professionnels reçoivent un flux d'informations extrêmement conséquent pour pouvoir produire un service à jour. Il y a des changements tarifaires, il y a des changements d'offres, il y a des promotions, il y a une actualité. Enfin bref, donc descend vers ces opérateurs de terrain un flux d'informations extrêmement vaste, d'ailleurs qui est densifié. Il y a quasiment un tuyau avec un diamètre, et ils savent dire en gros, là on va leur faire passer un certain nombre de messages. Et donc il a fallu caler dans ces parcours extrêmement exsangues le sujet de l'inclusion numérique. Donc il faut être très percutant dans la pédagogie qu'on va amener à ces professionnels. Et ensuite, il faut arriver à caler des temps et des espaces dans leur propre espace qui puissent être consacrés à ce sujet et pour ces publics, ce qui nous a fait beaucoup travailler la modularité de notre pédagogie et qui, au final, a été extrêmement bénéfique. Voilà. Là, on est sur un sujet qui est aussi extrêmement important sur la cause sur laquelle on travaille, qui est
la compétence numérique de tous, ou le fait que le numérique soit une chance pour tous, est un enjeu qui nous concerne tous, mais en même temps dont personne n'a complètement la responsabilité. Voilà, le digital est partout. Et tout le temps. Donc, premier acteur, c'est l'action sociale. Donc, l'action sociale, donc, sa mission, c'est d'aider les gens en fragilité. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est un accompagnant social a-t-il vocation à faire de l'accompagnement numérique et quel est son rôle? C'est-à-dire, est-ce que son rôle, c'est de détecter la fragilité? Est-ce que son rôle, c'est d'orienter? Ou est-ce que son rôle doit aller jusqu'à produire un certain accompagnement? Voilà. Alors, en fonction de ces acteurs, ce rôle peut varier. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont absolument pas préparés et que dans, on va dire, les grandes pratiques sociales, ce sujet du numérique est aujourd'hui très peu présent, très peu formalisé et qu'il y a un énorme travail à faire. Mais c'est vrai que depuis maintenant une année, cette action sociale est en train de prendre ce sujet-là avec comme objectif, finalement, ou comme bénéfice, on va dire, ou comme promesse, c'est-à-dire que le numérique doit vous permettre d'accompagner plus de monde, d'accompagner de manière plus personnalisée, et puis dans le monde social comme partout, il y a aussi des enjeux économiques, mais aussi probablement d'essayer d'accompagner moins cher. Voilà. Et de repositionner l'humain là où il est le plus utile, et peut-être que le numérique peut faire une partie des choses pour des gens qui sont plus autonomes. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les acteurs de la médiation numérique. C'est qu'historiquement, la France avait investi dans des lieux, notamment au travers d'initiatives financées par la Caisse des dépôts. Et il y a donc en France un réseau de formateurs qui sont dans des lieux qu'on appelle communément établissements publics numériques. Alors, il y a beaucoup d'appellations en fonction des territoires et qui sont donc des gens qui ont développé une vraie compétence sur la pédagogie. Alors, historiquement, c'était beaucoup la bureautique, puis ils sont comme tout le monde, ils ont suivi l'évolution du déploiement du digital, mais pour lequel le challenge, pour une partie d'entre eux, c'est la compétence sociale. Voilà, donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'action sociale n'est pas complètement prête et qu'elle doit réfléchir sur c'est quoi sa compétence et son action sur le numérique. Mais pour une partie des formateurs digitaux ou du numérique, c'est jusqu'où je peux aller avec des publics fragiles et comment je peux acquérir cette compétence sociale qui est déterminante. Voilà. Ensuite, il y a le rôle des collectivités, donc, et notamment dans l'organisation de la société française, sont les départements qui portent les politiques sociales et qui ont pour vocation d'animer. Mais ces départements, aujourd'hui, ne sont absolument pas prêts. Et d'ailleurs, le premier sujet, c'est les cartographies. Quelle est la cartographie des acteurs? Qui sait faire quoi? Et on se rend compte qu'il en existe souvent, d'ailleurs, plusieurs. Aucune n'est à jour et personne n'est au courant qu'elles existent. Voilà. Donc, quel est le rôle de ces collectivités pour animer et pour produire, pour accélérer la constitution de réseaux d'aidants? Et puis, enfin, il y a le rôle et la question des opérateurs de services qui dématérialisent. Donc, si je faisais l'analogie avec d'autres mondes où, quelque part, il y a des acteurs qui génèrent de la pollution, ces acteurs qui génèrent la pollution, ils sont imposés et ils doivent, quelque part, trouver des moyens de dépolluer. En fait, ils payent des taxes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a rien qui contraint un opérateur. D'ailleurs, il n'y a aucune loi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui contraint un opérateur de services essentiels, qu'il soit public ou privé, à développer un service qui devienne en ligne. Il n'y a rien qui lui dise non, tu n'as pas le droit. Et surtout, il n'y a aucune norme. Il peut le faire d'une manière complètement sans aucune ergonomie. Personne ne viendra lui dire, mais dis donc, tu t'es complètement en dérive par rapport à ta mission de service public, ce qui est quand même assez questionnant. Donc, quel est le rôle de ces opérateurs et comment ils doivent contribuer? Et on voit très bien qu'effectivement, l'intérêt économique va les pousser très vite à s'occuper des proches. Mais comment est-ce qu'ils contribuent à aller vers des publics plus éloignés, etc. Je ne veux pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas. Je veux dire que le sujet est peu régimenté et que même si tout ça est en train de progresser, il y a des gros travaux à conduire avec personne. Donc en gros, ni l'éducation nationale, ni l'opérateur qui le matérialise, ni l'acteur social, ni l'acteur de la médiation numérique, ni les collectivités peuvent se dire c'est ma responsabilité à moi. Et ce que l'on voit, c'est que personne n'a envie de payer pour le voisin. Ce serait tellement plus simple que quelqu'un le fasse pour moi. Alors,
du coup, je voulais vous présenter nos modalités d'action. Et là, en l'occurrence, il s'agit de ce que l'on fait pour accompagner des collectivités territoriales qui nous mandatent pour accélérer la construction de réseaux d'aidants. Je veux bien un petit brief sur le timing, parce que je peux avoir tendance à dériver. Vous me laissez encore combien de temps ? Encore un quart d'heure. Oh, ça. Donc, en gros, je peux vous donner l'exemple. On a cette mission pour la ville de Paris ou un certain nombre de départements. L'idée, donc on va s'asseoir. La première étape, c'est d'identifier les acteurs qui peuvent agir. Donc, la dichotomie des acteurs est extrêmement vaste. Donc, c'est tous les réseaux associatifs. Ça peut être des médiathèques, ça peut être des tiers-lieux. Enfin, bref. Le premier travail, c'est qu'on s'assied à côté de l'élu et puis des fonctionnaires. Je leur dis, on a, nous, des grilles d'acteurs cibles, et puis on fait une première identification d'acteurs. On fait partir un mail à l'ensemble de ces acteurs en leur disant, voilà, on souhaite développer une stratégie d'inclusion numérique. Et ce qu'on constate, c'est que sur la base d'un mail qui part, alors oui, il y a l'entête de la collectivité, on a des taux de retour de 80% d'acteurs qui nous disent, non seulement, qui nous répondent, mais qui nous disent, oui, on a envie d'en être et ce sujet nous touche. Ça vous donne une idée de la prégnance du sujet aujourd'hui chez tous les acteurs de proximité. Voilà. Donc une fois qu'on les a identifiés, on fait un diagnostic de leur capacité, du maillage territorial. Donc on fait une projection sur qui pourrait faire quoi. Derrière, on les fait travailler sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Et puis progressivement, on les outille et on les forme pour pouvoir produire cet accompagnement. Et puis surtout, on aide le département à produire l'animation de ce réseau. C'est-à-dire, pour produire l'animation, il faut mettre des moyens. Et ensuite, il faut savoir valoriser le travail qui est fait par les uns et les autres, et puis créer les connexions. Voilà, donc aujourd'hui, on mène ce type de mission dans une quinzaine de collectivités territoriales. Et on reviendra là-dessus très vite, mais en gros, c'est des départements, de grandes agglomérations, des métropoles. Et ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, il y a même des toutes petites communes qui nous demandent d'interagir avec eux. Ah, non, si je me trompe. Ah ben voilà, c'est magique. Voilà, quelques départements avec, vous voyez, donc il y a tout type de départements. Il y a des très grandes villes, puis des départements plus urbains. Et le sujet de la ruralité, qui peut être aussi, et donc qui peut peut-être venir interagir sur le sujet de ce que vous devez produire, qui doit être hyper mobile, est déterminant. C'est-à-dire que dans les villes, dans le fond, on peut être assez optimiste. Dans une ville comme Paris, des réseaux d'accompagnement, des bénévoles volontaires, finalement, il y en a beaucoup. Le sujet, c'est plutôt de la coordination. Dans les territoires ruraux, même s'il y a des solidarités qui n'existent pas dans les mondes urbains, il y a des enjeux de mobilité extrêmement forts et l'équation est beaucoup plus compliquée. Et évidemment, on va voir que les gens sont moins diplômés, ont moins d'argent et qui bénéficient de moins d'infrastructures. Donc la problématique d'inclusion numérique est extrêmement forte. Voilà, des grandes villes. Et ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est sollicité par des toutes petites villes qui se disent « mais moi, comment je peux faire ?» Et donc, on réfléchit de plus en plus à une approche en kit pour eux, pour qu'ils puissent gagner leur autonomie très vite. Et puis, il y a de plus en plus d'acteurs locaux. En fait, notre idée, c'est créer des Emmaüs Connect, en tout cas de mettre en capacité le plus d'acteurs possibles, sociaux, ou en tout cas d'acteurs de proximité. On travaille avec beaucoup de ces acteurs pour qu'ils puissent demain faire le métier que nous faisons. Voilà. Peut-être un petit bilan du coup des missions sur lesquelles on travaille. Donc vous voyez que le mouvement, ça a démarré après la grande vague de démat et pas avant, hein, malheureusement. Qu'après 1 ou 2 années, on arrive quand même à associer à ces dynamiques-là un grand nombre de structures à l'échelle d'un département ou de la ville de Paris. Voilà. On voit aussi qu'on est en train de réussir à fédérer l'ensemble des acteurs qui doivent agir, c'est-à-dire les opérateurs, notamment qui dématérialisent, et puis les acteurs sociaux institutionnels, mais aussi les ensembles associatifs, qui a à chaque fois un effort de rescinder ces réseaux en réseaux d'hyper-proximité, voilà, pour pouvoir tenir compte effectivement de problématiques extrêmement locales. Voilà, donc ensuite on a cette plateforme qui permet aux acteurs de monter en compétences, de trouver des trames d'ateliers et pouvoir former leurs aidants. Et puis il y a un énorme enjeu de communication et de fédération de l'ensemble de ces acteurs qui ont en plus des cultures qui ne sont pas forcément communes. Et donc il faut s'adapter à chacun d'entre eux. Et puis l'énorme enjeu de formation
des travailleurs sociaux. Voilà. Et ce que l'on voit aussi, on a voulu mettre là, en gros la ville de Paris a mis plus d'argent sur la formation, c'est qu'on voit qu'ils sont en train de se dégager des moyens. Et alors les moyens sont vraiment pas encore à la hauteur de ce que l'on peut espérer, mais dans le cadre du plan national d'inclusion numérique, il y a la Caisse des dépôts qui est en train de réinvestir. Et puis il y a un certain nombre d'outils aussi qui sont en train d'émerger. Je pense notamment, vous allez peut-être entendre parler quand vous allez investiguer le sujet de chèques haptiques. Donc en gros, il y a des gens qui travaillent sur des outils qui vont faciliter, on va dire, les liens financiers entre l'ensemble de ces opérateurs, et puis qui travaillent aussi sur la normisation des pratiques dans les territoires. Alors une fois que tout ça est posé, on peut se poser, qu'est-ce qui reste à faire, ou quels sont les grands challenges face auxquels on doit trouver un certain nombre de solutions. Voilà. Alors, comme nous, on a un focus public très fragile, le sujet, c'est lutter contre le non-recours, et donc aller au plus près de ces publics, dans des lieux où on va les trouver. Et malheureusement, quand on habite à Paris notamment, on voit qu'on peut même les trouver dans la rue, et qu'on voit de plus en plus d'acteurs sociaux qui opèrent directement dans la rue, qui ont monté des animations directement dans la rue. Donc on pourra en reparler si le sujet vous intéresse, mais voilà, dans les dispositifs, l'hypermobilité est absolument déterminante. Voilà. Ensuite, l'enjeu, c'est massifier le nombre d'aidants. Aujourd'hui, il y a un déficit de nombre d'aidants extrêmement important. Là-dedans, il va y avoir des formateurs professionnels, voilà. Mais il y a aussi ces services civiques qui sont en train de s'engager massivement et qui trouvent du sens. Ça peut être aussi une opportunité pour des salariés en insertion. Et puis rappeler aussi que le premier réseau d'inclusion numérique, c'est la famille et les proches, et qu'on doit pouvoir toucher les gens au plus près de chez eux, et que le voisinage a un rôle à jouer extrêmement important. En tout cas, nous, on s'est vraiment donné comme mission d'aller toucher la société civile et de valoriser, comme ça a été fait dans les années 70 ou 80, autour du brevet de secourisme, quand on a libéré ce brevet qui était un brevet professionnel de pompier uniquement, et qu'on est allé demander aux Français, notamment dans les écoles, je ne sais pas si ça existe encore, mais de vous former en expliquant que vous pouviez sauver des vies, etc. Là, il ne s'agit peut-être pas de sauver des vies, mais il s'agit de probablement changer des réalités extrêmement fortes. Donc on est en train de réfléchir à valoriser quelque part, à badger on va dire cette compétence avec une formation type, et puis ensuite de donner, de récompenser les gens qui s'engagent sur ces sujets-là. Et puis après, il y a aussi donc cette problématique d'animation, avec l'idée de pouvoir se rapprocher du plus petit échelon possible d'animation, avec notamment la mobilisation, alors soit de mairies de quartier si on parle d'institutionnels, ou d'associations qui travaillent sur des tas de sujets en hyper proximité, et auxquels il faut donner ces capacités de s'engager sur ce sujet-là, et notamment peut-être avec un kit qui va venir leur donner une identité, mais aussi qui va les guider dans leur pratique pour pouvoir faire cette action-là. Voilà, je pense que j'en ai fini, et je serais ravi que vous ayez quelques questions. Bonjour, j'avais donc juste une question concernant en fait la mairie de Paris. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 ans, il y avait un certain nombre d'espaces publics numériques de la mairie de Paris qui ont été fermés. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé justement. Est-ce que c'était dans le cadre... Je ne suis pas sûre de mon information. Je me souviens d'avoir vu circuler pas mal un mouvement de la part des acteurs de ces espaces publics numériques, puisqu'ils répondaient à un réel service dans les quartiers, auprès de populations, dans tous les quartiers, mais auprès de populations très en difficulté, et il y avait une vraie question de comment on allait répondre si ces espaces publics allaient fermer. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui et si ça a vraiment fermé. Alors, ça dépasse le sujet de la ville de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse des dépôts avait historiquement financé très largement ces dispositifs. Et assez malheureusement, juste avant la démat, c'est-à-dire il y a 1 ou 2 ans, donc on doit aller dans les années 2015, ils ont arrêté, ils ont coupé les financements de ces établissements juste avant la vague de dématérialisation. Donc il y a un petit problème de vision. Mais
et après avoir arrêté, ils sont en train de recommencer, donc ils réinvestissent le sujet. Et effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui ont été en difficulté dans toute la France, et pas qu'à Paris, et dont un certain nombre ont fermé. Et ce qui est assez triste, c'est qu'aujourd'hui, il faut les réactiver. Voilà, ça fait partie de parfois un simple de méconnaissance des sujets. Et là, il y a un déficit de politique publique, en fait. Ouais. Donc oui, je vous confirme, il y a des EPN qui ont fermé à Paris, alors qu'aujourd'hui, on chercherait plutôt à les réouvrir. Une autre question ? J'avais une question sur les dispositifs itinérants que vous avez évoqués à la fin de votre exposé, en lien avec l'hyperproximité. Est-ce que vous y avez réfléchi au sein d'Emmaüs Connect ? Parce que précisément, c'est le thème ici. Et donc, est-ce que vous avez déjà des idées, des conseils, des propositions ? Alors, on y a réfléchi. On a longtemps fantasmé sur un bus qui irait se promener dans les territoires ruraux. C'est des initiatives qui existent. Typiquement dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un projet comme ça itinérant qui fonctionne extrêmement bien. Bon, aujourd'hui, on est plus un dispositif, nous, grande ville. Donc, mais même dans les grandes villes, il y a beaucoup d'initiatives sociales qui maintenant utilisent des bus pour agir en mobilité. Donc là, il y a effectivement une piste à creuser. Alors après, je vais vous dire pourquoi on l'a pas complètement fait à l'époque. D'abord, c'était pas prioritaire dans la somme des actions qu'on avait à faire. Et l'économie du bus, c'était quelque chose qu'on n'a pas complètement craqué. Et je sais qu'on avait étudié des projets comme ça aux quatre coins de la France. Et voilà, économiquement, c'est des sujets pas simples. Il y a de la maintenance, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc ça a du sens pour des gens qui sont vraiment ancrés dans des territoires. Alors que nous, faire de la maintenance de bus depuis Paris, c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Mais là, oui, donc ça existe. Puis après, vous avez des associations qui ont des habitudes de mobilité extrêmement importantes, notamment dans les territoires ruraux. Je pense à des associations comme Famille Rurale qui ont fait de la mobilité un enjeu clé et qu'il faudra absolument aller voir. Voilà. Puis après, il y a dans la mobilité, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de roadshows aussi qui se font, des moyens de déployer de l'information dans des événements éphémères. Oui. Voilà, où là, effectivement, il faut venir avec un kit et puis savoir intégrer des parties prenantes du territoire pour les faire parler, donner envie. Là aussi, on avait aussi réfléchi à ces sujets-là. Okay. Dans le public ? Vous parliez de faire un peu comme les formations de secourisme, sauf que pour les formations de secourisme, quand on a un blessé, ça se voit, mais quand il y a une personne en difficulté numérique, on ne va pas forcément l'apercevoir. Comment vous comptez résoudre ce souci ? Oui, alors c'est un souci parmi d'autres, mais vous levez un obstacle. Donc on a des outils de diagnostic aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est qu'on pensait plutôt faire intervenir. Alors, si je devais me projeter, je pensais plutôt que ces formateurs interviennent après qu'un acteur social ait fait un diagnostic et qu'effectivement, ils soient orientés via des réseaux de proximité jusqu'à quelqu'un qui se serait engagé, qui serait un bénévole, mais un bénévole formé. Et les thématiques sont nombreuses, c'est-à-dire qu'on peut parler de numérique et accès au droit. Mais on peut aussi parler d'autonomie numérique et emploi. Je peux vous l'illustrer. Aujourd'hui, il y a 3 emplois sur 4 se trouvent en ligne. Dans la progression, il faut savoir utiliser un job board, savoir dialoguer en ligne. Il y a un certain nombre de codes qui passent par des échanges dématérialisés. Donc là, ça pourrait être un autre type de bénévole. Il y a aussi numérique et loisirs. Et je me rappelle, quand on a commencé Emmaüs Connect, un des premiers bénéficiaires qu'on a eu, avec qui on avait donné des recharges Internet, qui habitait dans un centre d'hébergement d'urgence, qui était un Africain, je ne me souviens plus de son pays, il était revenu avec son PC, et dans tout le centre d'hébergement d'urgence, ils avaient pu regarder, il y avait la Coupe de foot d'Afrique, et voilà, ils avaient, grâce à la connexion, ils avaient pu avoir des temps de loisirs. Enfin, voilà, donc... Pour répondre à votre question, je pense que tout le monde ne peut pas faire tout, et que c'est un des sujets, c'est quel est le rôle que l'on peut donner. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt un rôle d'accompagnement et peut-être pas de détection, mais pourquoi pas ? On a les outils pour le faire, il faut le réfléchir. Et puis ensuite, si on veut intéresser les bénévoles, il faut aussi les ramener vers des domaines d'expertise ou des sujets qui les intéressent, avec des publics avec lesquels ils se sentent à l'aise. Donc il y a tout ce travail de maillage, de définition de rôle sur lequel il faudra qu'on travaille. Il n'y a rien d'évident.
Merci.